C'est l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme qui a porté l'information. 7 cadavres et 7 blessés ont été retrouvés samedi dans la cité de Mamov, dans le territoire de Beni au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Des miliciens Maï-Maï avaient aussi attaqué 3 positions de la police congolaise, d'après la même source. Une série d'attaques meurtrières attribuées au groupe armé Forces démocratiques alliées, ADF, ont été rapportées ces derniers jours dans la région de Beni, après des semaines d'accalmie. Dans la province voisine de l'Ituri, des miliciens ont attaqué l'hôpital de Biakato, un centre de riposte contre Ebola, ce qui a entraîné la suspension des activités de riposte depuis ce samedi. D'après des témoins, au cours de l'attaque, les miliciens scandaient des chansons hostiles à la riposte et à la gloire de leur fétiche. Les assaillants ont été repoussés par les casques bleus et l'armée congolaise après avoir causé des dégâts matériels selon différentes sources. Déclarée en août 2018, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a fait 2244 morts sur 3423 cas de contamination enregistrés. Les activités de riposte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison de l'insécurité due à des violences armées dans ces 2 provinces. Le gouverneur de la région du Sahel a le profond regret d'annoncer l'attaque du village de Lamdamol dans le département de Bani et l'assassinat de 18 personnes parmi lesquelles l'infirmier chef de poste le samedi 1er février 2020, indique communiqué signé du colonel Salfo Kaboré. Les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur place ont ramené le corps de l'infirmier pour être remis à sa famille à Yalgo et sécurisent les lieux pour permettre l'enterrement des autres victimes, a-t-il précisé. Des sources sécuritaires jointes plus tôt avaient évoqué des représailles contre les habitants qui avaient été sommés quelques jours plus tôt de quitter les lieux, faisant état d'une vingtaine de civils tués. Les assaillants lourdement armés et à bord de motocyclettes ont littéralement exécuté les habitants de la localité située dans la commune de Bani à 40 km de Gordadji dans la province du Séno. Cette attaque contre les populations civiles survient une semaine après plusieurs autres dans le nord et le centre. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts depuis 2015. Selon l'Organisation des Nations Unies, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4000 morts en 2019 et provoqué une crise humanitaire sans précédent avec 600 000 déplacés et réfugiés qui fuient les violences. Le président de la Côte d'Ivoire rassure, son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, gagnera dès le premier tour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Je voudrais vous rassurer que les élections se passeront de manière apaisée, comme en 2015. Je vous en donne l'assurance. Je voudrais aussi vous dire que j'ai foi en la victoire du RHDP au scrutin d'octobre prochain dès le premier tour, a déclaré Alassane Ouattara pendant la cérémonie de présentation de vœux du RHDP, parti au pouvoir. J'ai foi en la victoire du RHDP parce que nous sommes le plus grand parti, le seul parti qui couvre l'ensemble du territoire national, a-t-il martelé, annonçant une réunion en février pour arrêter la date de la désignation du candidat du parti. Ouattara a également salué la composition consensuelle de la commission électorale indépendante, cet important instrument de notre démocratie en charge du scrutin. Et pourtant, l'opposition a une nouvelle fois rejeté samedi la composition de la CEI, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, n'aura de cesse sans faiblesse et avec détermination de réclamer un organe électoral consensuel. La CEI actuelle est inféodée au pouvoir RHDP. Elle ne peut organiser des élections crédibles dans notre pays, a affirmé son président au cours de meetings dans le quartier populaire de Yopougon. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, laisse planer le doute sur son éventuelle candidature à un 3e mandat. La constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats, mais Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. C'est l'opération militaire baptisée Mokiri, qui veut dire en français « Toi, dégage », qui a permis au casque bleu de la MINUSCA à tenir en échec l'UPC.
Ce groupe armé a dû abandonner ses positions au centre d'Alindao, en Centrafrique, et à mettre fin à toute circulation de ces éléments armés dans la ville. Dirigée par Ali Darassa, l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, est l'un des principaux groupes armés du pays. Ces éléments sont présents sur une large partie du territoire de Bambari, au centre du pays, jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud. Alindao a été durement touché par les exactions des groupes rebelles. Les miliciens de l'UPC y avaient tué une centaine de civils en novembre 2018, selon l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. En janvier, de violents combats avaient opposé dans cette ville des militaires centrafricains et des combattants de l'UPC, faisant 3 morts et une dizaine de blessés. Le gouvernement centrafricain avait enjoint à l'ONU de réagir, appelant à des sanctions. Malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, dont l'UPC en février 2019, les milices rebelles continuent de prélever des taxes grâce aux barrières érigées sur les axes routiers. Près des 2 tiers du territoire centrafricain échappent toujours au contrôle du pouvoir central. La Centrafrique est ravagée par un conflit depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le président François Bozizé en 2013. Les premières élections législatives et municipales au Cameroun en 7 ans, prévues le 9 février, se dérouleront dans un contexte tendu. Des attaques djihadistes dans le nord et un conflit indépendantiste meurtrier dans l'ouest paralysent un quart du pays. Et alors que la campagne présidentielle s'était déroulée sans violence, des candidats aux municipales et législatives ont déjà subi des violences, kidnappings et incendies. Une trentaine de partis politiques, la plupart se réclamant de l'opposition, seront en lice pour 180 sièges de députés. Le parti de la majorité présidentielle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, qui jouit actuellement d'une majorité écrasante de 148 députés, est le grand favori. Présent dans toutes les circonscriptions électorales, les candidats du RDPC n'auront pas de concurrents dans de nombreuses localités du pays. Principal parti d'opposition au Parlement avec 18 députés, le social-démocratique Front SDF avait menacé de boycotter les prochaines législatives, mais la direction s'est finalement résolue à y participer, même si des divergences persistent. Longtemps perçu comme un îlot de stabilité par rapport à certains de ses voisins d'Afrique centrale, le Cameroun fait depuis plusieurs années face à 2 crises meurtrières. Dans l'ouest du pays, les indépendantistes anglophones s'opposent à l'armée dans un conflit qui a fait plus de 3000 morts en 2 ans selon des ONG. C'était le premier élément du journal de la télévision nationale. Ce décret appelant au couplage des scrutins législatifs et référendaires le 1er mars 2020. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant prendre toutes les dispositions matérielles et réglementaires pour ces scrutins cumulés. Un nouveau test fondamental qui provoque une forte défiance. Depuis la mi-octobre, le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de la société civile et des partis politiques de l'opposition, organise des manifestations contre cette profonde modification de la Constitution guinéenne de 2010. Une modification qui, selon les opposants d'Alpha Condé, vise à permettre à ce dernier de se maintenir au pouvoir au terme de ses 2 mandats constitutionnels fin 2020. Car pour le FNDC, la décision de coupler le référendum montre jusqu'où le président est prêt à aller pour rester au pouvoir. Le couplage ne serait, selon Abdourahmane Sano, coordonnateur de la coalition, que le dernier volet de ce qu'il appelle encore et toujours un coup d'État constitutionnel. Mais le pouvoir ne l'entend pas de la même oreille. Pour le directeur de campagne de la mouvance présidentielle, des raisons pratiques justifient ce couplage. Sur le plan économique, ça va coûter moins cher et ça va faciliter la mobilisation des militants. On n'a pas 2 campagnes à faire, on mobilise les militants pour 2 scrutins en même temps. Reste à savoir combien de Guinéens iront aux urnes le 1er mars et combien de doigts ils plongeront dans le pot d'encre. Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué mardi à Lilongwe devant quelques 10 000 de ses partisans la victoire de la démocratie après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019 remportée, dit-il, indûment par le président sortant Peter Mutharika. Le leader du parti du Congrès du Malawi, MCP, avait échoué de justesse dans la course à la présidentielle en mai 2019. Les forces de sécurité n'étaient pas visibles à proximité du rassemblement organisé dans le calme à quelques kilomètres de la présidence, contrastant avec
les violences qui ont émaillé de nombreuses manifestations de l'opposition ces derniers mois et fait au moins 2 morts. Maintenant que le jugement a été prononcé, c'est le Malawi qui a gagné, c'est la démocratie qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné. L'Afrique est géniale, le Malawi est magnifique grâce à ce que nous sommes et ce que nous avons défendu. Le monde entier sait maintenant que quelque chose de bien peut sortir de ce pays. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, entaché selon lui de fraude, s'est également félicité de la décision de justice malawite, y voyant un signe de bon augure pour le continent. Lundi, la Cour constitutionnelle lui a donné raison en ordonnant un nouveau scrutin d'ici 5 mois. Seulement 23% des procès-verbaux ont été vérifiés, a justifié la Cour, qui a aussi dénoncé l'utilisation injustifiable de fluides correcteurs blancs pour falsifier des votes. Ça va plutôt enclencher une autre situation qui va être très difficile à gérer. L'État guinéen n'a pas intérêt à multiplier les sources de conflits. Et le couplage de ces élections pose un problème aujourd'hui parce qu'il y a même des partis politiques qui ont décidé de participer aux élections législatives qui sont embarrassés du fait qu'on a voulu coupler. Tout ça, c'est des manœuvres politiciennes malsaines. Ils veulent aller jusqu'au bout vers le 1er mars et le FNDC est prêt à aller jusqu'au bout, à empêcher qu'il y ait effectivement le référendum. Et là, le FNDC est engagé. Parce que je rappelle que sur la base de l'article 21 de la Constitution, en son alinéa 4, nous sommes dans une phase de résistance. On ne peut pas, dans les délais qu'ils ont prévus, avec toutes les violations de délais légaux et le fichier qu'ils ont monté de toutes pièces, on ne peut pas organiser des élections transparentes, justes et inclusives avec cette situation.